Faits et fiction s'entrelacent souvent dans les crimes réels, se transformant en rumeurs de théories conspirationnistes qui se heurtent aux témoignages des témoins, ceux qui déforment les preuves accablantes. Quelque part enfoui sous toutes ces couches, il y a une petite et sombre essence appelée vérité. Dans le cas d'aujourd'hui, cet objectif final insaisissable s'est avéré encore plus capricieux que d'habitude. Après avoir écrit un début violent dans le domaine tabou, un jeune romancier polonais s'est retrouvé accusé de meurtre. En général, écrire un livre sur la violence ne vous transforme pas nécessairement en criminel. Je suis assez sûr que Dostoïevski n'a jamais fracassé la tête de qui que ce soit et, pour autant que nous le sachions, Agatha Christie n'a jamais poignardé quelqu'un dans un train. Mais pour le détective principal de cette affaire, ce livre en particulier était bien plus qu'une simple œuvre de fiction. Certains détails semblaient indiquer qu'il pourrait s'agir d'une confession créative, élaborée d'un crime resté impuni depuis des années. Il était une fois, en septembre 2005 pour être précis, et l'intellectuel globetrotter Christian Bala revenait dans son pays natal, la Pologne, pour rendre visite à sa famille. Encore dans la trentaine, Bala passait la majeure partie de son temps à voyager à travers le monde, enseignant la plongée sous-marine pour financer sa véritable passion, écrire de la fiction philosophique. Peu de temps après avoir atterri en Pologne, le jeune romancier a été abordé par un groupe de ses plus grands fans, mais ses lecteurs ne cherchaient aucun autographe. Monsieur Bala sortait d'une pharmacie dans sa ville natale, Chojno, lorsqu'il a été pris d'assaut par un groupe de pauvres voyous. L'un d'eux l'a attrapé par le cou, tandis qu'un autre lui tordait les bras derrière le dos, avec une telle force qu'il pensait qu'ils allaient se briser, lui passant les menottes. Les hommes l'ont jeté sur la banquette arrière d'une voiture et lui ont ordonné de s'allonger sur le sol. Pendant que la voiture démarrait en trombe, l'un des hommes lui a mis un sac plastique sur la tête et lui a donné un coup de poing dans le ventre chaque fois qu'il essayait de parler. Ils pouvaient entendre leur chef parler au téléphone, disant « Allô chef, on l'a ?»« Oui, il est vivant. Et maintenant ?» Au point de rendez-vous, Bala savait qu'il était en train d'être kidnappé. Probablement, les hommes pensaient qu'il avait de l'argent grâce à sa carrière naissante d'écrivain, mais ils avaient gravement surestimé à quel point cette profession était lucrative à l'époque. Bala gagnait à peine de quoi financer ses voyages, et encore moins pour payer une rançon. La voiture s'est arrêtée après quelques minutes, et Bala les a entendus discuter s'ils devaient le tuer là, dans la forêt. Cependant, au lieu de le jeter dans une tombe anonyme, les ravisseurs ont continué. La prochaine fois que la voiture s'est arrêtée, ils l'ont traîné dans un bâtiment, et, lorsqu'ils ont finalement retiré le sac plastique étouffant, Bala s'est retrouvé dans une petite pièce en béton humide. Pendant les heures qui ont suivi, ils l'ont forcé à se déshabiller, l'ont battu sans pitié, et lui ont refusé de la nourriture. Les ravisseurs lui ont dit que, s'il refusait de coopérer, il serait un homme mort. Ensuite, après suffisamment de gesticulations violentes pour affaiblir l'écrivain, un nouvel homme est entré dans la pièce, d'âge moyen, chauve, avec un regard sévère, dirigé vers l'homme terrifié en face de lui. Le visiteur s'est assis en face de Bala à la petite table en métal et s'est présenté. « Je m'appelle détective Wróblewski et j'aimerais... » Apparemment, les arrestations sont assez intenses en Pologne. Rien ne fait parler un suspect, comme la menace d'être exécuté et enterré dans la forêt. Pour comprendre pourquoi le pauvre Christian Bala s'est retrouvé face à face avec le détective ce jour-là, en 2005, il nous faut remonter de 5 ans en arrière, jusqu'à l'année 2000. Le 13 novembre de cette même année, un homme nommé Dariusz Janiszewski a quitté les bureaux d'une petite agence de publicité dans la ville polonaise de Wrocław, à seulement quelques heures des frontières tchèques et allemandes, pour rencontrer un client. Rien ne semblait mal quand la réceptionniste l'a vu sortir par la porte vers 4 heures de l'après-midi, se dirigeant vers le parking. Mais quelque part entre la porte du bureau et la voiture, Dariusz a disparu. Sa voiture était toujours sur le parking à la fin de la journée, bien qu'il ne soit jamais revenu au bureau. Encore plus étrange, il n'est pas non plus rentré chez lui. Sa femme a attendu tard dans la nuit, appelant son téléphone portable encore et encore. Mais Dariusz n'a jamais répondu. Ce n'était pas dans ses habitudes de disparaître sans en parler à personne, surtout que son entreprise avait besoin de lui. Même s'il rencontrait un vieil ami et allait boire un verre, il laissait toujours un message. Ainsi, tôt le lendemain matin, elle a signalé sa disparition à la police. 4 longues semaines se sont écoulées avant qu'on ne trouve une trace de Dariusz. En décembre, 3 amis pêchèrent dans un tronçon reculé de la rivière Oder, non loin de la ville, lorsqu'ils ont soudainement vu quelque chose flotter dans l'eau.
Au début, ils ont pensé que c'était une partie d'un arbre, mais en s'approchant, ils ont vu des vêtements trempés sur la masse. L'un d'eux a tendu sa canne à pêche et l'a poussée. Elle a légèrement tourné. Et ils se sont rendus compte que c'était le cadavre d'un homme. La police a retiré les restes partiellement décomposés de l'eau et a remarqué que l'homme correspondait physiquement à l'homme d'affaires disparu, ce que sa mère a confirmé plus tard. La mort accidentelle a rapidement été écartée, à moins que Janiszewski n'ait d'une manière ou d'une autre réussi à se lier une corde autour du cou et à s'attacher les mains derrière le dos. À en juger par les extrémités effilochées des cordes, il était clair que ses bras étaient à l'origine attachés à la corde, ce qui signifiait qu'il se serait étranglé à mort en luttant contre son ravisseur. Les seuls vêtements qui lui restaient étaient ses sous-vêtements et un pull, ce qui signifiait qu'on l'avait probablement déshabillé pour l'humilier. De même, l'absence de nourriture dans ses intestins suggérait qu'il avait été laissé sans nourriture pendant des jours avant l'exécution. Et le pire de tout, toutes les analyses post-mortem ont montré que la noyade pourrait avoir été la cause de la mort. Cela signifierait qu'il a été jeté dans les eaux froides alors qu'il était encore en vie. Désormais, l'affaire de disparition était officiellement reclassée en meurtre. La police a donc commencé à chercher un mobile. Mais le défunt était un homme assez normal, sans ennemis, sans dettes. Et bien que son mariage ait connu des moments difficiles, lui et sa femme depuis 8 ans prévoyaient d'adopter un enfant lorsqu'il a disparu. Sur le papier, il semblait que personne au monde n'avait de raison de tuer Janiszewski. Les gens savaient que l'homme était propriétaire de sa propre entreprise, donc il devait avoir de l'argent en poche. Mais si l'argent était le mobile, il aurait sûrement dû y avoir de l'activité sur les cartes de crédit de l'homme après sa mort. Sinon, les meurtriers n'auraient emporté qu'une poignée de zloty qu'il avait dans sa poche. Mais les cartes de crédit, la seule piste que la police avait dans toute cette affaire était un couple d'appels téléphoniques passés par le client anonyme que l'homme assassiné devait rencontrer ce jour-là. La mère, qui travaillait comme comptable dans l'entreprise, a reçu un appel à 9h30 ce matin-là. L'homme au bout du fil paraissait officiel, sophistiqué même. Il a demandé les tarifs pour imprimer des affiches, puis a demandé à parler directement à Janiszewski. Le patron n'était pas encore arrivé, alors sa mère a donné le numéro de téléphone portable à l'appelant et a laissé les choses dans l'état. Lorsque Janiszewski est arrivé au bureau plus tard ce jour-là, il a confirmé que le même homme l'avait appelé et qu'ils avaient reconvenu de se rencontrer plus tard. Il semblait que l'homme d'affaires avait réussi à rencontrer son client anonyme ce jour-là, mais il ne semblait pas très intéressé à acheter des affiches. Il y avait un témoin qui aurait pu voir ses ravisseurs le jour de l'incident, la réceptionniste. À ce moment-là, elle n'y avait pas pensé, mais lorsqu'elle a vu Janiszewski sortir par la porte et tourner dans la rue, elle a vu 2 hommes s'approcher par le trottoir derrière lui. Rétrospectivement, elle a pensé qu'ils auraient pu le suivre intentionnellement, mais elle n'a pas pu en donner une description précise. Ainsi, la piste a conduit à une impasse, et avec elle, l'enquête est morte. Celui qui a tué Dariusz Janiszewski avait commis le crime parfait, sans la moindre trace de preuve physique et sans plus de témoins capables de les identifier. La famille a accroché une croix en bois à un arbre près de l'endroit où le corps de l'homme a été retrouvé et a tenté de continuer leur vie. Et cela aurait probablement été le dernier chapitre de l'histoire. Mais l'affaire non résolue est arrivée sur le bureau d'un détective particulièrement déterminé presque 3 ans plus tard. Entre notre vieux policier expérimenté, le type qui est apparu à la fin du faux kidnapping précédent, le détective Jacek Wróblewski. Lui et son équipe de détectives du siège de la police de Wrocław ont reçu le dossier de l'affaire Janiszewski à l'automne 2003, toujours sans piste, sans suspect et sans espoir de la résoudre. Comme toujours, la première étape de ces affaires classées était d'examiner chaque détail mineur du dossier à la recherche de n'importe quel angle qui n'avait pas encore été exploré. Après avoir passé plusieurs soirées à obséder sur l'affaire, il a décidé que les appels téléphoniques étaient la clé. Le département des télécommunications avait déjà déterminé que les appels passés au bureau et au téléphone portable de la victime provenaient d'une cabine téléphonique dans la même rue, à moins d'1 minute à pied du bureau lui-même. Cela signifiait que les ravisseurs avaient surveillé le bâtiment depuis le matin, probablement planifiant de kidnapper Janiszewski plus tôt dans la journée. Il n'y avait pas de caméra pointant vers la cabine téléphonique, alors Wróblewski s'est concentré sur le téléphone personnel de la victime. Comme est ses cartes de crédit, les enregistrements montraient qu'il n'avait jamais été utilisé après sa disparition,
Mais ce n'était pas la seule façon de tracer un téléphone. Si le détective pouvait trouver le numéro de série, il pourrait le vérifier dans les registres des prêteurs sur gage et les sites de revente. Heureusement, la veuve avait conservé le reçu, qui montrait effectivement le numéro de série. Ainsi, le détective Wroblewski a réussi à découvrir une nouvelle piste qui avait été vendue sur un site web appelé Allegro, l'eBay polonais, 4 jours après la disparition de la victime. Malgré un crime presque parfait, il semblait que le meurtrier avait laissé une exposition assez évidente sur son profil de vendeur, utilisant le nom d'utilisateur Chris B. En menant une petite enquête sur l'identité numérique, il a été découvert que Chris B était le pseudonyme anglicisé d'un certain Christian Bala, un homme de 32 ans de Rockwell. Mais Christian ne semblait pas être le genre de personne à commettre des meurtres. C'était un étudiant en philosophie maigre et perspicace, amateur de littérature. Il n'avait probablement ni la volonté ni la capacité physique d'assassiner une victime beaucoup plus grande. Bala ne correspondait guère au profil d'un gangster ou d'un voleur moyen. Il était hautement instruit, il a terminé près du sommet de sa classe à l'université de Rockwell et était sur le point d'obtenir son doctorat. Bala a été contraint d'abandonner la voie académique en 1997, car il n'avait pas les moyens de subvenir à ses besoins, à ceux de sa petite amie du lycée devenue épouse, Stasia, et à son fils nouveau-né, Casper. Le détective pensait qu'il devait y avoir une explication. Peut-être un simple séas d'identité erronée. Peut-être que Bala avait ramassé le téléphone dans la rue et avait vu une opportunité de gagner un peu d'argent en le vendant. Après tout, qui serait assez stupide pour tuer un homme et vendre son téléphone en ligne en utilisant son vrai nom? Certainement pas quelqu'un avec le QI de Bala. Le détective W se préparait à contacter Bala pour obtenir une déclaration, ce qui était un peu difficile étant donné qu'il vivait déjà à l'étranger, en Asie, à ce moment-là, après s'être séparé de sa femme quelques années plus tôt. Pendant ce temps, il continuait à rassembler des détails sur son personnage, au cas où il se révélerait être un suspect légitime. C'est alors que le détective W a fait la découverte qui a complètement changé son opinion sur l'homme, quelque chose qui suggérait qu'il y avait un côté sombre et secret chez ce philosophe hautement instruit. Comme je l'ai mentionné auparavant, Bala appartenait vraiment à un groupe d'égoïstes détestables célèbres pour leur dépravation morale. Il était écrivain. C'est exact. Plus tôt cette même année, Christian Bala avait réalisé un rêve de toute une vie et était devenu un auteur publié. Le roman écrit dans sa langue maternelle, le polonais, s'intitulait Amok et servait de sorte de manifeste pour les opinions postmodernistes de Nietzsche qu'il avait développées dans le département de philosophie de l'université de Rockwell. Je ne parle pas seulement de quelques opinions haineuses sur l'art. Amok va un peu plus loin. Le livre parle de la descente d'un homme dans une vague de dépravation croissante. Sexe, violence, drogue, toutes ces bonnes choses, dans la croyance qu'il est au-dessus de la moralité. Ce petit résumé n'éveille pas exactement mon intérêt, mais il s'est avéré très intéressant pour le détective W. Il venait de découvrir qu'un homme lié à ce cas de meurtre violent avait écrit abondamment sur des meurtres violents. Dans l'espoir que cela pourrait fournir une sorte de référence de personnalité pour son principal suspect actuel, le détective a décidé de remplacer le dossier de l'affaire facile à obtenir, car la Pologne est un pays assez conservateur et catholique. Ce genre de choses tabou contre l'Église avec une tête de chèvre diabolique sur la couverture, pour couronner le tout, ne se trouve pas dans de nombreux magasins conventionnels. Le détective a réussi à en trouver un, probablement caché sur une étagère supérieure à côté des magazines pour adultes, et a commencé à feuilleter ce livre pour voir exactement quel genre d'esprit il avait à faire. Et ce collègue pensait que le détective était devenu un peu fou, ou un peu mou, ou les deux. Pensait-il vraiment résoudre une affaire de meurtre en lisant un livre comme un enfant gâté? La plupart des diplômés insupportables en littérature conviendraient que les personnages ne représentent pas leurs écrivains, mais plus le détective W lisait, plus il devenait ferme. Dans les pages de Amok, il y avait quelques indices qui suggéraient que Christian Bala pourrait être plus un anti-héros sadique qu'il n'en avait l'air dans la vie quotidienne. Voici un bref résumé de CE dont parlait son livre. Un traducteur hédoniste nommé Chris voyage entre le Mexique et Paris, dormant avec des femmes, buvant avec son groupe d'amis nihilistes et fantasmant sur la violence sexuelle.
Et quand je parle de violence sexuelle, je ne parle pas de choses légères à la manière de 50 nuances de Grey. Dans le livre, il y a un passage où le narrateur fantasme d'agresser sexuellement sa propre mère. Il serait peut-être temps de mentionner que Bala a offert une copie signée à ses parents lors de sa publication. Ce devait être un Noël très inconfortable. À la fin, l'anti-héros tue Mary, l'une de ses petites amies, et c'est la partie qui a vraiment fait retentir les alarmes du détective. Lorsqu'il le fait, il lui attache un nœud autour du cou. Bala était sûr que son livre serait reconnu comme une grande œuvre de littérature. Mais honnêtement, cela ressemble à de la merde standard de pornographie un sourcil dans certains endroits de nos jours. Mais dans la Pologne conservatrice, c'était assez scandaleux. Comme prévu, il ne s'est pas très bien vendu et a reçu des critiques mitigées de la presse. Même les amis de Bala, qui étaient aussi des professeurs, pensaient que c'était mauvais. De plus, cela ne rendait pas justice à l'intelligent, drôle et populaire garçon qu'ils avaient tous connu toutes ces années. Là où ils voyaient un bon ami qui ne ferait pas de mal à une mouche, les rares personnes qui ont lu Amok voyaient un monstre tordu. Sur le site web personnel de Bala, où il publiait également des extraits du livre et conversait sous la personnalité de ses personnages, les gens laissaient des commentaires le qualifiant sur son site personnel de misogyne psychopathe. Il est important de noter que cela se passait 3 ans avant Twitter, donc l'abus en ligne n'était pas encore complètement normalisé. Même une de ses amies femmes avait eu une confrontation avec lui dans la section des commentaires, affirmant que les pensées tordues du narrateur devaient provenir de son propre esprit. Bala, clairement assez dépravé et condescendant, affirmait que ces accusations étaient ridicules. Selon lui, seul un lecteur simple pourrait trouver intéressantes quelques scènes violentes décrivant graphiquement des personnes ayant des relations sexuelles. Mais si quelqu'un regarde vraiment, il verra que ces scènes sont censées éveiller le lecteur et montrer à quel point ce monde est foutu, appauvri et hypocrite. Mais le détective W n'était pas un simple lecteur, et il est allé un pas plus loin que le reste des critiques. Il ne soupçonnait pas seulement que Bala était aussi dépravé que ses personnages, mais aussi que les événements dans Amok n'étaient pas vraiment aussi fictifs qu'il le prétendait. Il a rendu la lecture du roman obligatoire pour tous les détectives de son équipe, transformant ainsi un groupe de durs policiers slaves en un paisible club de lecture. À chaque détective, il assignait des personnages et des chapitres à analyser pour chercher des similitudes entre les vies des personnages et celles de Christian Bala. Il est certain que les auteurs insèrent souvent des éléments de leur propre vie dans leurs œuvres. C'est pourquoi mon premier roman suit les aventures d'un écrivain de contenu éminent qui est un cyberharceleur et tueur en série, embauché par le FBI comme profiler criminel de premier plan. Mais toutes les insertions d'auteurs ne sont pas aussi directement honnêtes que la mienne, et le fait qu'un type ait écrit sur un tueur sadique et nihiliste ne fait pas nécessairement de lui un tel homme. Cela étant dit, voici les raisons pour lesquelles cet écrivain en particulier était probablement un tueur sadique et nihiliste. À première vue, Chris et Christian sont la même personne. Tous deux ont divorcé de leurs épouses, ont bu trop d'alcool et ont eu quelques démêlés mineurs avec la justice. Dans le livre, Chris et son complice se saoulent et volent une statue de Saint-Antoine dans une église. Fait surprenant, le casier judiciaire de Bala révèle qu'il avait été arrêté avec un ami pour exactement la même chose après une nuit d'ivresse, quelques années auparavant. Jusqu'ici, rien de particulièrement incriminant, à moins qu'on ne l'accuse de blasphème. Mais certains détails dans le roman allaient au-delà de cela et semblaient faire référence directement au meurtre de Dariusz Janiszewski. Par exemple, la corde autour du cou ressemblait à CE qui était arrivé à la victime dans la vie réelle. Dans le roman, Chris parle de la difficulté à faire le nœud. Cela pourrait-il être basé sur l'expérience personnelle de Bala jusqu'à ce que vous entendiez ceci. Il a ensuite été découvert que l'historique de recherche de Bala sur l'eBay polonais comprenait un manuel de police intitulé « Pendaison accidentelle, suicidaire ou criminelle ». Cela semble être une lecture passionnante. Bala n'a jamais acheté le livre, mais cela montre au moins qu'il était intéressé par cette information. Un autre petit détail a été souligné par les meilleurs détectives littéraires de Rockwell. En réalité, il y a 2 meurtres mentionnés dans Amok. Le narrateur, Chris, affirme avoir tué un homme par jalousie. À cette époque, l'entreprise de Bala était en faillite, tandis que la victime prospérait. Cela aurait-il suffi à le rendre jaloux au point de tuer?
Le détective W savait que tout cela semblait plutôt faible. Lorsque vos collègues sont occupés à frapper des gangsters et à faire des descentes dans des repères de drogue chaque semaine, les rapports de livres hebdomadaires ne font pas grand-chose pour votre réputation. De plus, tout jusqu'à présent pourrait être expliqué par le fait que les détails de l'affaire étaient publics. Bala aurait facilement pu prendre ces détails directement de la première page du journal. Mais il y avait un détail clé dans le livre qui a convaincu le détective qu'il était sur la bonne voie. Dans la scène du meurtre, Bala écrit « Je serre la corde autour de son cou, la retenant d'une main tout en, de l'autre, enfonçant le couteau sous sa poitrine gauche. » L'arme du meurtre dont il parle est un couteau cérémoniel japonais. Ensuite, son personnage vend ce même couteau quelques jours après le meurtre sur un site de vente aux enchères en ligne. Si vous vous souvenez, le fait que le téléphone de l'homme assassiné ait été vendu après sa mort n'a été découvert que des années après la publication du roman de Bala. Cela signifiait qu'il n'avait aucun moyen d'emprunter ce petit détail au rapport de police. Il devait l'avoir pris de la vie réelle. Pour le détective W et ses hommes, il était désormais clair que Amok n'était pas seulement une œuvre d'imagination, mais une grande confession de meurtre cryptée et étendue, ce qui nous ramène à 2005. À ce moment-là, Christian et sa femme étaient complètement séparés, en grande partie à cause de son double amour pour la boisson et les plongées dans les bordels. Son entreprise était également en faillite alors qu'il errait au Japon, en Corée et aux États-Unis, essayant de publier des articles de voyage pour joindre les deux bouts. Cela signifiait que la police ne pouvait pas se permettre de laisser filtrer leurs soupçons concernant Bala, car il pourrait ne pas revenir en Pologne et vivre en fugitif. Au lieu de cela, il devait attendre qu'il revienne volontairement chez lui. C'était une question de patience, d'observer et d'attendre que Bala revienne à la fin de l'été de cette année. Une semaine après son arrivée, le détective W et son équipe ont intercepté l'auteur alors qu'il sortait de Bala concernant son arrestation. Mais selon le détective W, ce fut une arrestation parfaitement civilisée. Bala a été arrêté dans la rue et conduit paisiblement au siège de la police de Wrocław pour y être interrogé. Et si vous ne savez pas à qui vous fier, ce serait un bon moment pour mentionner que Bala était connu pour inventer de grandes histoires. Ses amis ont déclaré qu'il aimait transformer sa vie quotidienne en fiction et qu'il leur racontait souvent des histoires d'aventures amoureuses qui n'avaient jamais eu lieu ou de réussites inventées. Il aimait se vanter de sa supériorité sur l'existence normale et affirmait être capable de tout, même de devenir un meurtrier. Avec le temps, il est devenu impossible de discerner lesquelles de ces vantardises étaient fausses et lesquelles étaient vraies. Ce que la plupart des gens appelleraient être un menteur irritant. Ce diplômé en philosophie préférait l'appeler la mythocréativité. Vous pouvez lever les yeux au ciel maintenant. Ce que cela signifiait essentiellement, c'était que Christian aimait inventer de petites histoires et voir combien de personnes il pouvait convaincre de les croire. Après son arrestation en 2005, il mit ses pouvoirs à grande échelle. Après avoir été libéré de garde à vue, Bala commença à tisser une histoire pour contredire celle que la police avait élaborée au cours des 2 dernières années. Il envoya des lettres à des institutions académiques et publia des articles sur son blog personnel, se plaignant d'être persécuté par le gouvernement simplement pour avoir écrit un roman blasphématoire. Comme la Pologne avait été sous un régime communiste répressif un peu plus d'une décennie auparavant, ces artistes n'étaient pas étrangers à la censure à poigne de fer. C'est peut-être en partie pour cela que la communauté créative se mobilisa pour soutenir Bala. Sa petite amie américaine, Denise Reinhardt, prit les choses en main et créa un comité de défense pour lutter pour sa liberté. Ils appelèrent l'affaire Sprawa absurde, le meurtre absurde, et bombardèrent le département de la justice de lettres, défendant son droit à l'expression artistique. Les policiers tentèrent d'expliquer « Non, non, il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières littéraires, il a littéralement tué quelqu'un. » Mais les choses changeaient pour le détective W. 2 ans de travail acharné partaient à volo. Son plan original reposait sur l'obtention d'une confession. Mais l'interrogatoire à la station ne s'était pas déroulé aussi bien qu'il l'avait espéré. Pour prouver qu'il n'avait vraiment rien à cacher, Bala accepta de passer un test de polygraphe. Le détective W l'interrogea sur la victime. Il déclara ne l'avoir jamais rencontrée, qu'il travaillait le jour de l'enlèvement et qu'il ne se souvenait pas d'où il avait obtenu le téléphone.
Bien que les résultats aient été non concluants, le détective W sentait que Bala cachait la vérité. Sa respiration semblait ralentir pendant certaines questions, comme s'il essayait de tromper le détecteur. En tant qu'instructeur qualifié de plongée, il aurait été bien informé sur le détective 00W. Ce jour-là, les seules accusations portées contre l'écrivain étaient la vente d'un téléphone volé et une accusation de corruption sans rapport avec les faits, datant de plusieurs années. Il fut libéré après l'expiration du délai de 48 heures pour ajouter d'autres charges, et ses amis réussirent à contrôler la narration. Il écrivit ensuite lui-même à ses abonnés « Ils ont ruiné ma vie de famille. Nous ne parlerons plus jamais à voix haute à la maison. Nous n'utiliserons plus jamais Internet librement. Nous ne passerons plus aucun appel téléphonique sans penser à qui pourrait écouter. Chaque aboiement de notre petit chien nous alerte et nous ne savons pas à quoi nous attendre. C'est une terreur silencieuse. » Pendant qu'il était occupé à jouer le rôle du génie persécuté, le détective W retourna à la case départ avec plus de détermination que jamais. Son objectif était de dénouer toutes les couches de fiction et de révéler la vérité sur ce que Bala avait réellement fait à Dariusz Janiszewski toutes ces années auparavant. Et peu importait combien Christian Bala était un bon narrateur, les faits froids et solides racontaient une histoire plus convaincante. Après la libération de Bala, l'équipe de télécommunications du département fit une autre découverte clé. Les appels passés au bureau et au téléphone portable de l'homme assassiné n'étaient pas passés avec des pièces, mais avec une carte téléphonique prépayée. En enquêtant sur les registres d'émission de la carte, ils parvinrent à obtenir son numéro et les enregistrements des appels associés. La semaine entourant le meurtre, la même carte avait été utilisée pour passer des dizaines d'appels, tous à des amis, des partenaires commerciaux, l'épouse et la famille de Bala. Les preuves circonstancielles s'accumulaient, mais il manquait la dernière pièce du puzzle, un mobile. Quel mobile Bala aurait-il pu avoir pour tuer un homme avec lequel il n'avait eu aucun contact auparavant? La brutalité du meurtre suggérait que le meurtrier avait un mobile personnel. Janiszewski avait été torturé et humilié, ce qui signifiait que son meurtrier prenait plaisir à le voir souffrir. Le détective fit appel à un profileur criminel pour analyser le meurtrier fictif, Chris. Ils suggérèrent que ce personnage, un homophobe flagrant, aurait pu être poussé au meurtre et à la violence par sa propre homosexualité refoulée. Cela donna lieu à la théorie selon laquelle le suspect et la victime dans la vie réelle avaient entretenu une relation secrète qui avait mal tourné. Mais il n'y avait aucune preuve pour étayer cela. En général, ils allaient dans la bonne direction. Le détective W revenait sans cesse à la dernière ligne du roman, une réponse cryptique à une énigme encore plus cryptique. Celui-ci a été tué par la cécité de la jalousie. Lorsque la jalousie est impliquée dans une affaire de meurtre, il faut généralement commencer à chercher parmi les partenaires romantiques. Selon la version de Bala, il en avait beaucoup, mais il n'y en eut qu'une, avec laquelle il passa plus de quelques semaines ou mois. Son épouse séparée, Stasia. Le détective W décida de se concentrer à nouveau sur l'épouse, qui jusqu'à présent avait refusé de coopérer avec l'enquête. Il voulait dresser un tableau de CE, à quoi ressemblaient leurs relations, révélèrent que ce furent quelques-uns des moments les plus tumultueux de leur mariage. À cette époque, Bala était au bord de la perte de sa petite entreprise de nettoyage industriel qu'il avait fondée après avoir quitté l'université, et son alcoolisme s'aggravait. Un ami de Stasia le décrivait comme un type autoritaire qui dominait agressivement sa vie. Cela conduisit à leur séparation au début de l'année, mais ce n'était pas suffisant pour l'éloigner. Bala sortait boire pendant des jours et frappait à la porte de Stasia en criant des insultes et en exigeant de vérifier son téléphone. Voilà la jalousie aveugle qu'il écrivait. Ensuite, la veille du Nouvel An 2000, Stasia et Christian se retrouvèrent à la même fête, organisée par un de leurs amis communs. Les choses prirent une tournure vers la fin de la nuit lorsque Bala tenta de frapper un barman qui l'accusait de flirter avec sa femme. Un témoin l'entendit dire au barman « Je me suis déjà occupé d'un type comme toi ». Personne ne savait ce que cela signifiait, sauf Bala lui-même. Cependant, le corps de Janiszewski avait été retrouvé seulement 2 semaines auparavant. En suivant cette piste, ils commencèrent à interroger les autres invités de la fête cette nuit-là. L'une d'entre elles était une femme nommée Malgorzata Drozdal, une amie de longue date de Stasia.
Il s'avère qu'elle aurait dû être accusée pour détention d'armes à feu, car elle avait gardé l'arme fumante tout ce temps. Son témoignage compléta le chapitre crucial, manquant dans le manuscrit du meurtre que la police rédigeait depuis toutes ces années. En revenant un peu en arrière, à une nuit d'automne 2000, nous nous dirigeons vers une discothèque à Rockwall appelée The Crazy Horse. C'est là que Malgorzata et Stasia se rendirent ensemble pour essayer d'oublier la séparation avec le mari dominateur de Stasia. Après quelques verres, les deux femmes finirent par se séparer. Lorsque Malgo retrouva son amie, elle la vit discuter avec un homme au bar, un grand type aux cheveux noirs et aux yeux bleus. Le nouvel ami séduisant de Stasia s'appelait Darius. Ils échangèrent leurs numéros avant la fermeture du club et convenurent d'un rendez-vous plus tard cette semaine. Voilà la pièce de preuve que la police cherchait depuis tout ce temps, le fil qui reliait le suspect et la victime, qui autrement ne s'étaient jamais croisés. Les policiers apportèrent cette nouvelle information à Stasia, qui faisait maintenant face à la perspective que son ex-mari, le père de son enfant, était presque certainement coupable. Enfin, elle s'ouvrit. Oui, elle et Darius Janiszewski avaient eu un rendez-vous cette semaine-là. Ils s'étaient même enregistrés dans un hôtel après. Mais lorsqu'elle apprit qu'il était marié, elle se retira par souci de sa conscience. Ou peut-être que c'était aussi un peu de fiction pour épargner la douleur à la veuve de l'assassiné. Bien que rien ne se soit passé, Bala avait d'une manière ou d'une autre découvert la relation avortée. Quelques semaines après le rendez-vous, ivre et hurlant, il frappa à la porte de Stasia et lui raconta qu'il savait tout et qu'il avait engagé un détective privé pour les suivre et rapporter chaque détail, même le numéro exact de la chambre dans laquelle Stasia et Janiszewski s'étaient enregistrés. Lorsque l'homme disparut plus tard cette année-là, Stasia demanda à Bala s'il savait quelque chose à ce sujet. Aucune raison de penser le contraire. Certes, Bala était étrange, mais il n'était sûrement pas un meurtrier. Maintenant, cependant, l'affaire contre lui devenait de plus en plus claire. Les illusions de Stasia sur l'homme qu'elle avait autrefois aimé étaient complètement brisées, tout comme celles de tous ces littéraires en colère qui s'étaient mobilisés pour défendre Bala jusqu'à la mort après son arrestation. Il y eut plus de quelques visages rouges lorsqu'ils perquisitionnèrent la maison de Bala et l'accusèrent de l'enlèvement et du meurtre de Darius Janiszewski. Assis dans une section fermée de la salle d'audience de Rockwall le 22 février 2007, notre philosophe devenu meurtrier attendait nerveusement le début de son procès. L'histoire d'un meurtrier postmoderne se vantant ouvertement de ses crimes à travers son œuvre était trop bonne pour être ignorée. Alors la salle était comble lorsque le procès commença. Bala lui-même ressemblait davantage à un professeur d'université, sur le point de donner une conférence qu'à un meurtrier risquant 25 ans derrière les barreaux. L'objectif du procureur était de démontrer que Christian Bala était pratiquement le même que son personnage fictif, un sadique hédoniste excité par sa propre immoralité philosophiquement justifiée. De l'autre côté, la défense affirmait que toutes les preuves contre lui étaient circonstancielles, ce qui était vrai, mais il y avait beaucoup de preuves. Tous les indices pointaient vers Bala rôdant autour de la victime dans les jours précédant sa disparition, et il n'avait aucune justification pour ses actions. Et le fait qu'il ait décidé de se représenter lui-même fut la cerise sur le gâteau. Lorsque l'accusé eut la possibilité d'interroger lui-même chacun des témoins, ce fut aussi irritant que vous pouvez l'imaginer. Une ex-petite amie témoigna qu'une fois, il s'était saoulé et avait menacé de se suicider en sautant du balcon. Sa réponse fut « Pourrions-nous simplement dire que c'est une question de sémantique, un mauvais usage du mot suicide ?» Non, Christian, c'est un tribunal, pas un séminaire de premier cycle. Le jury fut aussi impressionné par la défense de Bala que les critiques littéraires l'étaient par son roman. Une étoile et demie, ne pas recommandé. À la fin, il fut déclaré coupable et condamné à la peine maximale, autorisée par la loi, 25 ans. Cela signifiait qu'il aurait amplement le temps de réfléchir à la sémantique depuis le confort d'une cellule de prison à Rockwall. Lorsque David Graham de The New Yorker visita Bala dans cette lugubre prison de l'ère soviétique en 2008, il découvrit que l'énorme ego de l'écrivain n'avait fait que croître après sa condamnation. Toujours obsédé par son propre roman, il avait même pris l'habitude de le lire à haute voix à ses compagnons de cellule, ce qui est définitivement, c'est qu'il refusait encore d'accepter la réalité objective de ce qu'il avait fait. Aux yeux de Bala, il restait un génie torturé persécuté par l'État pour avoir refusé de se conformer à leur morale chrétienne,
Et je cite, « Il me condamne à 25 ans de prison pour avoir écrit un livre. Un livre. Ne voyez-vous pas ce qu'ils font? Ils construisent cette réalité et m'obligent à y vivre. » Comme le dit son protagoniste Chris, « Je suis un bon menteur parce que je crois en mes propres mensonges. » Quant à ce qui s'est réellement passé en 2000, c'est une histoire qu'il n'est pas prêt à raconter, ce qui signifie que nous ne connaîtrons jamais tous les détails de ce qui est arrivé à Dariusz Janiszewski dans ces derniers jours, comme où exactement Bala l'a emmené après l'enlèvement, combien de temps il a été torturé avant d'être jeté dans la rivière, et qui était le deuxième homme que la réceptionniste a vu suivre la victime en dehors du bureau. Peut-être que Bala nous donnera quelques indices dans la prochaine grande suite de Amok, provisoirement intitulée « De lyrique ». Apparemment, il y travaille depuis qu'il est en prison et s'est engagé à la terminer depuis derrière les barreaux. 13 ans se sont écoulés et elle n'a toujours pas été publiée. Je suppose que les critiques initiales de ses co-détenus n'étaient pas favorables. Plus important que ses projets pour un autre roman médiocre étaient les projets de Bala pour un autre meurtre au-dessus de la moyenne. Selon certains documents cryptiques sur son ordinateur, il semblait qu'il avait déjà sa prochaine grande source d'inspiration prête, visant à nouveau un rival romantique. Un bref fichier texte sur son PC disait « Célibataire, 34 ans, sa mère est décédée quand il avait 8 ans. » Ce détail correspondait parfaitement au nouveau petit ami de Stasia qu'elle avait commencé à voir peu avant l'arrestation de Bala. Les enregistrements des salles de chat montraient qu'il avait posé des questions sur cet homme en ligne, peut-être en se préparant à en faire sa deuxième victime. Nous ne le saurons jamais avec certitude, mais c'est certainement une bonne chose qu'il l'ait attrapé à temps. Et cela résume en gros l'histoire jusqu'à présent. Bala, le philosophe meurtrier qui jouait à son propre jeu, a été traduit en justice grâce à l'approche non conventionnelle d'un policier déterminé. Après avoir gagné un appel et avoir été de nouveau condamné en 2008, il s'est maintenant résigné à purger ses 25 ans complets. L'histoire de la manière dont il s'est mis dans ce pétrin s'est avérée beaucoup plus étrange et satisfaisante que tout ce qu'il a jamais écrit. En fait, ce qui est le plus irritant, c'est que toute cette affaire a en réalité bénéficié aux perspectives de Bala en tant qu'artiste plutôt que de lui nuire. Amok aurait été largement oublié en quelques années, mais après que la nouvelle soit devenue publique, les librairies polonaises ont réussi à vendre des dizaines de milliers d'exemplaires alors que les lecteurs cherchaient des indices entre les pages. À ce stade, n'avez-vous pas vu ce crime dont je parle? Je ne le manquerais pas si j'étais vous.